Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, voici la suite du live du dimanche 4 octobre. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma réponse dans ma dernière vidéo, je fais un résumé rapide ici. Donc beaucoup me demandent comment savoir quand je suis en live sur Twitch. Tout simplement, vous me suivez sur Twitch, premier lien dans la description, vous recevrez un email quand je fais un live. Sinon, mon Instagram qui est là ou par là, où je mets en story quand je fais en live. Et enfin, la solution la plus efficace, vous rejoignez mon Discord, c'est totalement gratuit et je ferai des notifications personnalisées pour vous avertir du live, et bien sûr que quand je fais un live. Donc ne vous inquiétez pas, je vous saoulerai pas avec ça. En tout cas, merci à tous pour vos soutiens, continuez à vous abonner, le nombre d'abonnés monte et ça fait plaisir, on a toujours des gros objectifs, donc continuez à vous abonner en masse, merci à tous. Quant à la vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur une vidéo très intéressante qui est sortie sur YouTube, que vous avez été des dizaines à m'envoyer sur Instagram. C'est la vidéo de maître Héloïse de Castelnau, j'espère que son nom je le prononce correctement, donc qui est une avocate parisienne, sauf erreur, qui a fait toute une vidéo sur l'affaire Marvel où elle reprend tout depuis le début et elle explique la procédure. Et surtout, je vais oser le dire, elle pose ses cojones, si je puis dire, sur la table, parce qu'elle approche cette affaire de manière objective, mais elle soulève plusieurs points qui paraissent très pertinents, des points qui tranchent avec ce qu'on a l'habitude de voir, hein, des choses inhabituelles, et qui pour elle, avocate, n'auraient peut-être pas dû se dérouler comme ça, au niveau du procès comme au niveau de la procédure. Donc c'est très intéressant de voir ça d'une personne qui est de l'intérieur de ce système, qui a l'habitude en tout cas de fréquenter ce système, qui travaille, qui s'y connaît non seulement en droit français, mais également qui sait comment une procédure est censée se passer. Et donc, elle nous montre plusieurs points qui ne se passent pas de manière habituelle et elle relève ces points-là en disant que c'est étonnant que ça soit passé de la sorte. Donc, pour tous les fans de Marvel qui disent que ce procès est injuste et qui ne s'est pas passé comme il devrait se passer sans pour autant pouvoir back up tout ça avec des preuves, avec des faits, avec des éléments concrets, bah elle le fait et c'est très intéressant parce que même si ce n'est que son opinion, c'est une personne qui a l'habitude de travailler là-dedans et qui nous révèle que justement beaucoup de choses ont été faites de manière étrange et donc je trouve ça extrêmement intéressant. Donc je vous laisse avec cette vidéo, je mettrai le lien de la vidéo originelle en description si vous voulez aller la voir. Là je vous laisse avec sa vidéo qu'on a commentée ensemble lors du live Twitch et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous auriez d'autres questions à lui poser, d'autres questions pertinentes, mettez-les en commentaire. Si vous êtes beaucoup à me le demander, pourquoi pas la contacter pour essayer de lui poser des questions, parce que moi déjà j'aurais pas mal de questions personnelles, vous savez que cette affaire m'intéresse énormément à lui poser, donc si vous êtes beaucoup à vouloir lui poser des questions, pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec elle. En tout cas, merci maître si vous voyez cette vidéo pour votre point de vue, votre vidéo et votre éclaircissement sur l'affaire. Ça a été très intéressant pour moi et pour beaucoup de gens qui suivent Marvel et qui suivent de manière générale cette affaire. Donc merci beaucoup et vous mes viewers, je vous souhaite une excellente vidéo et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bref les gars, je vous propose qu'on mette ça avant de se laisser. Bonjour à tous. On va mettre en accéléré parce que ça a l'air de parler lentement. Donc c'est une avocate qui réagit à l'affaire. J'espère que tout le monde m'a envoyé ça. Donc il y a plutôt intérêt que ce soit intéressant les gars, parce que si c'est de la merde, je vais mal le prendre. Ok, tout le monde dit que c'est une très bonne vidéo. Alors c'est parti. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une vidéo assez spéciale, tout à fait différente des vidéos que je fais d'habitude. Pour ceux qui suivent ma chaîne, il y en a peut-être un ou deux parmi vous, moi je fais en général des petites vidéos très courtes pour parler des aspects juridiques et administratifs liés au statut d'entrepreneur. Je fais peu de vidéos d'actualité et je fais encore moins des vidéos de commentaires de décisions de justice. Malgré tout, je suis avocate et donc je regarde comme tout le monde les informations judiciaires sur ce qui se passe en France. Comme beaucoup de monde, j'ai assisté via les médias à la condamnation de Marvel Fitness la semaine dernière au tribunal correctionnel de Versailles. Et comme beaucoup de mes confrères, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement en France, voir partir quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire directement en détention avec mandat de dépôt pour des délits qui ne sont pas parmi les délits les plus graves, un délit grave ou un crime, eh bien c'est des viols, des meurtres, des attaques à l'arme blanche. Ça, c'est le type de délit ou de crime pour lequel on peut partir en détention avec mandat de dépôt. Pour tout le reste des délits, c'est vrai qu'en France, en général, quand vous n'avez pas de casier, on vous met rarement directement en prison. Souvent, on vous inflige une peine de prison, mais... C'est très intéressant, parce qu'elle est avocate, elle dit ça, elle a dit comme beaucoup de mes confrères. Parce que nous, on voit les amis de l'oraliste qui reposte, etc., qui repostent les amis, ouais, c'est bien fait, ouais, elle a assuré, première en France, elle a assuré, ouais, c'était mérité, ouais, blablabla. Tout le monde dit qu'il a eu raison. Alors qu'au final, on a l'impression que les avocats sont d'accord avec elle. Alors qu'au final, la plupart des avocats, certainement, trouvent ça hyper choquant. Et c'est là que ça remet un peu en perspective la chose, qu'au final, la condamnation de Marvel, surtout le mandat de dépôt, c'est hyper choquant et c'est pas du tout usuel. Et c'est quelque chose de spécial et donc qui remet encore en doute tout ce qu'il y a autour de ce procès au niveau de la copinerie, etc.
peut être assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, enfin c'est assez rare de partir directement en prison depuis la salle d'audience pour ce type de délit. Et quand on a un profil comme Marvel de primo-délinquant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire. Depuis une semaine, j'ai vu sur internet qu'il y avait énormément de commentaires sur cette affaire. Alors il faut le dire, 80% je pense de toutes les vidéos qui sortent sur internet sont pro-Marvel, et puis il y a une petite partie qui est pro-partie civile. Moi j'ai regardé tout ça et puis j'ai trouvé qu'il y avait plein de commentaires intéressants des deux parties, mais j'ai vu que dans les commentaires parfois il y a des choses, des erreurs juridiques qui sont commises parce qu'effectivement les commentateurs ne sont pas juristes de formation. J'ai également regardé des vidéos qui ont été faites par des juristes, je vous les mets en barre d'informations. Il y a d'abord la vidéo des avocats de chaque partie que j'ai regardé évidemment, l'avocat de Marvel Fitness et l'avocate des parties civiles qui était elle-même partie civile, on y reviendra. Et puis j'ai aussi regardé la vidéo de Marcus Dia qui interviewe une juriste et la vidéo de Stéphane Edouard qui appelle un ami ancien avocat. Et la vidéo de Timon Karim, frère. Moi je regarde pas ça, on se casse. Elle a pas regardé la vidéo de Timon Karim, mais elle est ouf elle ou quoi? Vas-y, je vais l'appeler. Wesh, t'as regardé la vidéo de Timon Karim? Va regarder la vidéo de Timon Karim, wesh. Timon Karim, frère. Timon Karim. Pardon, bref, je remets la vidéo. C'est pas professionnel de pas avoir regardé la vidéo de Timon Karim quand même. Ces vidéos, je vous les mets en barre d'informations. L'objet de ma vidéo à moi, en fait, c'est de vous présenter les questions qu'on s'est posées, mes confrères et moi, quand on a regardé tout ce qui s'est passé sur Internet et quand on a pris cette décision. Je précise que je n'ai pas eu accès au dossier Marvel, je n'ai pas eu accès aux conclusions des avocats, je n'ai pas eu accès aux 8000 pièces du dossier, je n'ai pas eu accès à l'enquête. Donc tout ce que je vais vous dire ici doit être pris au mode du conditionnel. Et quand bien même j'utiliserai le mode de l'indicatif, je vous demande vraiment de prendre toutes les hypothèses, tout ce que je vais dire, de ne pas le prendre pour argent comptant, puisque ce sont des faits que j'ai entendus, mais que je n'ai pas pu vérifier moi-même. Et là, je voudrais vraiment préciser que la justice, du cas par cas. On peut faire évidemment des visions globales, sociologiques, politiques de ce qui se passe en France du point de vue délictuel, mais chaque dossier est différent, et tant qu'on n'a pas accès au dossier avec les preuves de chaque partie, on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. À ce titre, je vous recommande un livre de Olivia Dufour qui s'appelle Justice... Merde, pardon. Mais elle fait sa pub, elle me casse les glaouis. Politique de ce qui se passe en France, le dossier comportait réellement. Un des problèmes quand on parle des dossiers, c'est que les procédures de justice sont assez mal connues. Et c'est également pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer comment se passe une procédure qui aboutit à un jugement devant le tribunal correctionnel. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne ensemble cette procédure, depuis la plainte jusqu'au procès, et au cours de cet exposé, je vais vous partager les questions que moi et mes confrères on s'est posées dans ce dossier qui a abouti à cette décision hors norme. Cette vidéo, je pense, va être assez longue. D'habitude, je fais des vidéos sans notes. Là, j'ai 13 pages de notes. Donc cette vidéo, je vais mentionner 13 pages chaque chapitre que j'aborde. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire juste quelques précisions. D'abord, je voudrais préciser que avant l'affaire Marvel, de tous les protagonistes de cette affaire, je ne connaissais que Marvel. J'avais vu 2-3 de ses vidéos sur Internet. Comme tous les gens qui ont vu 2-3 vidéos de Elle Marvel, kiffait le beau Renoir. Très intéressant, intelligent et sympathique. Là, il n'y a pas de problème, je préfère le préciser. Maintenant, je le regardais pas plus que ça parce que moi, le monde du fitness, je connais pas du tout. C'est pas du tout des choses que je regarde sur Internet et je ne connaissais pas du tout les autres youtubeurs qui étaient dans cette affaire, les parties civiles. Je ne les connaissais pas. Si certains voient que je suis abonnée à des choses sur les réseaux sociaux, c'est des abonnements récents, simplement pour suivre l'affaire, parce que je trouve que c'est une affaire qui est assez intéressante. Mais voilà, je veux dire, avant, j'étais abonnée à aucune chaîne de fit particulière. Avant de parler de la procédure, je ferai simplement une seule remarque sur le fond du dossier, et ce sera la seule. Il a été mentionné régulièrement que le comportement de Marvel et de ses abonnés de cyberharcèlement pouvait conduire les victimes de ce type de comportement au suicide. Je veux simplement signaler que ce qu'a subi Marvel Fitness, qui a été reconnu de manière claire par la youtubeuse Aïe aujourd'hui, à savoir la fabrication de faux concernant des mœurs et concernant du détournement de mineurs, ça aussi, il faut savoir que ce type de délit, puisque c'est un délit, peut conduire les victimes de ces délits au suicide. Il y a régulièrement dans la presse... Merci. Merci. Elle pose ses couilles. Ça, c'est pas juridique. Ça, c'est une analyse personnelle, sociologique de la chose. Elle pose ses couilles. Bravo à elle. Et ça, c'est tous les avocats le savent. Je ne vais pas dire que c'est un classique de ce type de dossier, mais c'est une des conséquences de la fabrication de fausses preuves en matière de mœurs à l'encontre d'hommes qui peuvent très mal supporter ces accusations. Et à ce titre, moi j'ai entendu des youtubeurs qui disaient « il a mal réagi, moi j'aurais pas réagi comme ça ». En fait, je pense que ce qu'a subi Marvel Fitness, c'est comme ce qu'ont subi les parties civiles, le cyberharcèlement. Tant que ça ne nous est pas arrivé à nous, on ne peut pas savoir comment on aurait réagi.
Voilà, ça c'est la seule remarque sur le fond que je ferai de ce dossier, donc on va attaquer la procédure de ce dossier. Alors la procédure, elle commence par la plainte, ou les plaintes. Alors là, on sait d'abord que Marvel Fitness a souhaité déposer plainte auprès du commissariat et que les policiers lui auraient dit écoutez, c'est pas la peine, simplement dites-lui que vous êtes passé au commissariat, ça sert à rien de porter plainte. Et puis de la nouvelle reine du Wakanda est donc blanche. Elle aurait fonctionné. Donc là, je sais que les gens ont été choqués par ce décalage. Alors à mon avis, ce que je pense, c'est que ce sont deux plaintes différentes. La plainte de Marvel Fitness, il est allé au commissariat de police. Donc ça, c'est une plainte simple. Vous allez voir le commissariat qui est près de chez vous et vous arrivez en disant il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. C'est vrai qu'en termes de tout ce qui est cyberharcèlement, ce sont des plaintes qui sont difficiles à prendre pour les policiers et qui peuvent ne pas aboutir à une poursuite parce que, il faut le dire, les policiers, le ministère de l'Intérieur n'a pas beaucoup d'argent et les policiers sont un peu démunis pour ce type de plainte. Ils n'ont pas forcément les moyens de faire des investigations détaillées pour savoir ce qu'il en est de la plainte qu'on leur apporte. Il y a quelques services de police spécialisés où il y a des policiers qui sont vraiment formés sur tout ce qui est darknet, etc. Mais le policier de base et le commissariat de base, ils sont ni formés pour ça, ils n'ont pas forcément les moyens de faire les investigations nécessaires. La plainte d'Aline Dessine, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà une avocate à l'époque. Alors moi, ce que je pense, c'est que Aline Dessine, elle n'est pas allée au commissariat. Aline Dessine, très probablement, son avocate s'est adressée directement au procureur de la République. Car en général, ça, quand on a un client qui vient nous dire je veux porter plainte au pénal, c'est ce qu'on fait les avocats. On rédige une plainte au procureur de la République, la plainte elle est bien écrite, elle est circonstanciée. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit, ceux qui matent tous mes lives? Qu'est-ce que je vous avais dit, ceux qui matent toutes mes vidéos? J'avais dit, je sais même pas si je n'ai pas parlé avant le procès du fait qu'il ait refusé la plainte. Je vous ai dit, en tout cas en Suisse c'est comme ça et voilà la preuve, en France c'est la même chose. Si les flics veulent pas prendre ta plainte, tu peux toujours t'adresser directement au procureur. Les flics, ils font que l'administratif. C'est l'administratif, c'est les secrétaires du procureur au niveau des plaintes. Bien sûr, ils ont d'autres fonctions, je les rabaisse pas du tout. Mais au niveau des prises de plainte, c'est les secrétaires, c'est le procureur qui décide d'engager une procédure ou non. La police ne peut pas refuser une procédure, c'est pas elle qui décide, c'est le procureur de la République. Et donc tu peux t'adresser directement au procureur, généralement par écrit, pour poser plainte. Donc même si les flics veulent pas, tu leur dis allez au faire en... Voilà, j'écris au procureur et c'est lui qui décidera s'il y a matière à avoir une procédure ou pas. C'est pas à la police de décider s'il y a matière à une plainte ou pas. Voilà. Donc, Marvel aurait dû écrire directement au procureur. Bien sûr, c'est trop tard, il savait peut-être pas et tout. Mais je l'avais dit lors d'une précédente vidéo, c'était déjà bien sûr trop tard pour porter plainte pour lui. Par rapport à l'affaire de la dick pic, il y avait 3 mois de prescription. Mais, comme je l'avais dit, tu peux t'adresser au procureur. Je l'avais dit. Donc, pour ceux qui savent pas, si un jour vous avez une galère, et on voit souvent les filles qui disent « Ouais, la police refuse ma plainte pour viol ». Après, il y en a beaucoup qui montent là-dessus, hein, j'espère, malheureusement. Vous pouvez écrire au procureur. Écrivez directement au procureur et lui, il décidera de la suite à donner aux événements. Mais c'est pas... la police ne peut pas... S'il refuse, entre guillemets, une plainte, la plainte, ça veut pas dire qu'elle est refusée par l'État. C'est le procureur qui décide. Donc, on écrivez au procureur. C'est important d'écrire au procureur, c'est des problèmes. Formelle. Et en matière de cyberharcèlement, les preuves formelles, ce sont des constats d'huissier. Qu'est-ce que c'est un constat d'huissier en matière d'internet? Eh bien, c'est un huissier qui va rédiger un papier et il va dire, voilà, dimanche 23 septembre, à telle heure, à 17h45, je me suis connecté sur mon internet. Je suis allé sur Google, j'ai tapé les mots-clés, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il décrit vraiment en détail exactement ce qu'il fait. Donc, quand le procureur de la République reçoit une plainte comme ça, eh bien, elle est beaucoup mieux faite. Hein. Il a déjà des éléments de preuve, il a une plainte qui est bien rédigée, l'avocat, il va préciser les articles du code pénal qui concerne la plainte, donc c'est une plainte qui est entre guillemets plus efficace que quelqu'un... Mais c'est pas obligatoire, ce Ferra. Donc là, la première remarque que je fais, c'est que les deux plaintes, quand bien même Marvel l'aurait faite, vraiment, elles vont être différentes. Alors il faut que vous sachiez que, même sans avocat, on peut écrire directement au procureur de la République. Mais c'est mieux d'avoir un avocat, parce que déjà, vous allez le savoir, que vous pouvez vous écrire directement au procureur de la République, la plupart des gens l'ignorent, et puis évidemment, la plainte d'avocate, elle sera mieux faite, elle sera accompagnée de vraies pièces. Ce qui pose la question du prix, puisque un avocat, évidemment, ça coûte de l'argent. L'avocat, il va pas vous faire votre plainte gratuitement, il va prendre des honoraires, au moins 500, 1000, 1500 euros. Donc ça pose la question de qui a les moyens de payer un avocat. Évidemment, vous avez la possibilité d'aide juridictionnelle, mais il faut saisir le bureau d'aide juridictionnelle, tout ça prend beaucoup plus de temps. Donc en tout cas, c'est ce que je voulais vous préciser pour vous dire que les plaintes de Marvel Fitness, quand bien même il aurait réellement porté plainte, elles n'auraient pas forcément eu la même efficacité pour des raisons précises. Dans un cas, il y a un avocat, dans l'autre cas, il n'y a pas d'avocat. Alors, sur quoi est basée la plainte? C'est-à-dire à quel délit se rapporte la plainte? Elle a l'air de kiffer le team Marvel, hein. T'inquiète.
Eh bien, c'est une plainte, je pense, pour cyberharcèlement. Alors, le cyberharcèlement, c'est quoi? Je reprends ma petite définition. Au départ, le droit français, il condamne et il interdit le harcèlement. Le harcèlement, c'est le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. À partir de 2014, on prend en compte le cyberharcèlement, c'est-à-dire le harcèlement que je viens de vous décrire. Il peut aussi être caractérisé sur Internet, via les messages qu'on envoie ou via des commentaires sur les réseaux sociaux. Et enfin, il y a la loi Schiappa de 2018 qui rajoute les règles numériques. Alors les règles numériques, c'est la loi précise, le harcèlement est constitué lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée, et lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Voilà, ça c'est le cyberharcèlement en France aujourd'hui en 2020. Donc la plainte est déposée pour cyberharcèlement. Le procureur de la République accepte d'engager des poursuites contre Marvel, c'est-à-dire qu'il prend en compte la plainte. Et c'est là que démarre l'enquête. C'est la deuxième phase de la procédure. L'enquête, comment ça se passe? Eh bien, ce sont les services de police qui vont faire des investigations, toujours sous la houlette du procureur de la République. Le procureur de la République, ou le parquet, c'est exactement la même chose. Le parquet, c'est simplement le nom pour le bureau des procureurs, mais c'est pareil, quand on parle de parquet ou de procureur, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est le parquet? C'est une branche de la justice qui est saisie dans toutes les affaires pénales, parce que dans toutes les affaires pénales, pour les délits, les crimes, les contraventions, on estime que l'État est une victime du comportement répréhensible de la personne. Bon, elle explique vraiment toute la base du droit. J'y étais pas et j'ai pas pu accéder aux procès-verbaux des policiers. Ce que j'ai compris, c'est que il y avait une enquête, donc une garde à vue faite en deux parties, au moins une audition, et puis que à la fin de sa garde à vue, il a été déféré au tribunal et présenté à un procureur de la République. Donc le déferment, qu'est-ce que c'est? C'est vous finissez votre garde à vue, la police vous emmène en voiture au tribunal, et là vous allez dans un bureau voir le procureur de la République qui vous dit voilà, il y a des poursuites qui vont être engagées contre vous et vous allez être convoqué à telle date devant le tribunal. Il y a plusieurs types de procédures, elles ne sont pas toutes les mêmes, les procédures ne sont pas les mêmes. Mais là, de ce que j'ai compris, il s'agissait de ce type de procédure qui s'appelle, je précise que je ne suis pas une pénaliste pure et dure, donc je lis mes notes. Donc pour moi, c'est ce qui s'est passé, toujours au conditionnel, mais pour moi, la procédure, c'est une procédure de CPPV, c'est-à-dire une procédure que le procureur de la République utilise pour des faits simples qui peuvent être jugés assez rapidement sans qu'il y ait besoin d'une instruction. Et là, ça, c'est ma première surprise. C'est la première question qu'on s'est posée avec mes confrères, c'est il n'y a pas eu d'instruction dans ce dossier. Comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs types de procédures pour poursuivre les gens. Il y a la procédure qui aurait été appliquée à Marvel, qui est cette procédure assez simple. Les enquêteurs font une enquête de police, ils en rendent compte au procureur de la République, et le procureur de la République dit au gardé à vue, aux mises en examen, vous êtes convoqué d'ici 6 mois devant le tribunal. Comme je viens de vous le dire, ça c'est pour les faits simples. Et puis il y a un autre type de procédure, l'enquête démarre, les policiers font leurs investigations, et puis au cours de la réalisation de l'investigation, le procureur de la République réalise que l'affaire est quand même compliquée. Et il se dit, cette affaire est trop compliquée, il faut que je confie cette affaire à un juge. Je vais vous expliquer après. C'est là que démarre l'instruction. Qu'est-ce qu'une instruction? Ça n'est plus une enquête dirigée par le procureur de la République, mais c'est une sorte de méga-enquête dirigée par un juge d'instruction qui va instruire à charge et à décharge, c'est-à-dire pour les parties civiles, mais aussi pour l'accusé, c'est-à-dire pour personne contre personne. Et le juge d'instruction, il a beaucoup plus de pouvoir, il a plus de temps, et il y a quelqu'un d'autre qui a plus de pouvoir, c'est aussi le mis en examen, l'accusé. Parce que, par le biais de son avocat, il va pouvoir faire des demandes d'actes, il va pouvoir demander au juge des confrontations, il va pouvoir beaucoup plus intervenir dans l'enquête. S'il y a une simple enquête menée par la police, l'avocat de la défense, il peut rien faire. Alors que dès lors qu'on est dans une instruction... Écoutez, il explique bien. Le travail d'avocat de la défense commence, et il peut, je vous dis, faire des demandes d'actes, des demandes de confrontation, il peut se battre beaucoup plus pour son client, pour faire imposer la voix de son client. Donc ça, c'est vraiment la première question qu'on s'est posée. Pourquoi il n'y a pas eu d'instruction? Pourquoi? Parce que cette affaire, il y a quand même 7 parties civiles. Est-ce que vous avez compris? En gros, une instruction, c'est pour faire très, très simple, c'est une enquête beaucoup plus poussée où les parties ont beaucoup plus de pouvoir et on va chercher beaucoup plus loin. Et là, normalement, c'est ce qu'on aurait dû voir dans cette affaire parce qu'il y a 9 parties civiles, pas 7 comme je viens de le dire, plus l'avocate qui s'est mis ensuite, c'était 8 plus 1. C'est une affaire très compliquée avec énormément de preuves. C'est une première en France, ce genre d'affaire. Enfin, il y en a eu très peu. C'est la première fois que ça va aussi loin. Il y a eu, il y a beaucoup de cas. Il y a des heures et des heures de vidéos, c'est quelque chose de compliqué et tout. Donc, on aurait pensé qu'il devait y avoir une grosse instruction derrière, et apparemment, ça n'a pas été le cas.
dont une bonne partie sont des influenceurs connus, même si le procureur ne savait pas qui étaient ces influenceurs, parce que quand on n'est pas dans le monde du feed game, on ne sait pas du tout qui c'est, on constate quand même assez rapidement qu'il y en a même un qui a 500 000 abonnés. Ensuite, elle a dit feed game. L'infraction de cyberharcèlement, elle est très récente, elle date de 2014, complétée en 2018, donc il y a très peu de jurisprudence sur ce sujet. Et enfin, d'un point de vue technique, ce ne sont que des histoires de story Instagram, de MD, DM, live switch, enfin je veux dire, tout le monde est complètement largué, je pense, dans la magistrature et dans la... De MD, de live switch. Bon, elle fait son taf, On va pas se moquer, c'est drôle, mais la vérité, elle est au taquet. La vérité, elle fait bien son taf, là. C'est-à-dire que personne ne connaît en détail ce que sont les réseaux sociaux pour ne pas les pratiquer de manière quotidienne. Et ça, c'est notre premier étonnement avec des confrères, pourquoi il n'y a pas eu une instruction, c'est-à-dire une grosse enquête beaucoup plus sérieuse. Et ce, d'autant plus qu'il y a cette fameuse histoire de dick pic et de faux témoignages de détournement de mineurs. Ça, j'ai vu sur internet, effectivement, c'est le détail qui ne passe pas. Merci. Tu vois, détail, comme je dis, petite erreur, petite chose, petit truc. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'un jour, il y a une confrontation entre Marvel Fitness et Alice Dessine. Au cours de cette confrontation, donc une confrontation commence à... Alice Dessine. Ça se passe. Vous êtes à la garde à vue, le gardé à vue dans sa cellule, il attend, et puis on le monte dans le bureau du policier, et puis là il y a le policier qui est à son bureau, et puis il y a la victime, enfin la partie civile, celle qui a porté plainte, elle est là. Et puis on va faire parler l'un et l'autre, le policier va poser des questions à l'un et l'autre pour savoir, pour prêcher le vrai du faux, qui dit quoi sur cette affaire. Et ce serait à ce moment-là qu'Aline Dessine avoue. Elle dit oui, effectivement, j'ai fait une fausse dick pic, j'étais au bout, etc., etc., etc. Or, ce PV, il est transmis au procureur de la République. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? À la fin de la garde à vue, le soir en général, à la fin de la confrontation. PV, c'est procès verbal. En gros, ça veut dire que tout ce qui a été dit, on a pris note de tout ce qui a été dit. C'est une retranscription écrite donc de l'échange entre Marvel et Aline et donc les questions du policier. Tout ça est mis par écrit et envoyé au procureur pour le tenir au courant de ce qui se passe et pour qu'il ait toutes les preuves en main, toutes les pièces en main. C'est comme ça que ça se passe. Le policier, il appelle le magistrat et il lui dit voilà ce qui s'est passé, voilà mon avis, etc. Moi, je pense que le policier, il a parlé au procureur de cette histoire de dick pic. Et là, le procureur ne fait rien. Et ça, c'est notre deuxième question. Avec mes confrères, il ne fait rien. Il voit qu'il y a un délit qui a été commis, parce que c'est un délit de faire ça, de faire des faux. Alors la question, c'est quel type de délit c'est? Est-ce que c'est une diffamation? Dans ces cas-là, ça relève du droit de la presse, c'est prescrit. Est-ce que c'est un faux usage de faux? Est-ce que c'est la subordination de témoins? Très intéressant. Et vu que c'est nouveau, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, il n'y a pas de doctrine. Doctrine, c'est donc les livres, les commentaires juridiques qui ont été faits par des avocats ou des juristes ou autres, des livres qui peuvent aider la justice à prendre une décision. Et dans toute ma non-connaissance de la chose, je vous avoue, je ne pense pas, c'est qu'une hypothèse, une supposition, une petite supposition que je me permets de faire, je ne pense pas qu'il y ait dans des ouvrages juridiques aujourd'hui beaucoup d'articles parlant des dick pics et de quelles infractions elles relèvent. Donc voilà, je pense pas que c'est très connu juridiquement sur quelle infraction ça tombe, une fameuse fausse dick pic. Je pense pas que la fausse dick pic, le jour où ça arrivera dans la loi, la fausse dick pic, ce jour je pense pas qu'il est arrivé. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que le procureur a dû voir qu'il y a une infraction, et peut-être c'est une infraction poursuivie d'office, ça veut dire que c'est une infraction pour laquelle Marvel n'a pas besoin de porter plainte pour qu'il poursuive. Par exemple, si tu tues ton voisin, ou si tu blesses au couteau ton voisin grièvement, même si ce dernier dit « je ne veux pas porter plainte », il y a une plainte qui va être mise en place automatiquement par le procureur de la République, parce que c'est des infractions qu'on dit poursuivies d'office. Et donc si l'infraction que représente la fausse dick pic devrait être poursuivie d'office, le procureur aurait dû faire quelque chose par lui-même automatiquement. Et donc elle dit c'est bizarre qu'il n'y ait rien qui ait été fait. La question qu'on s'est posée, est-ce que c'est pas du cyberharcèlement? Je reprends la définition du cyberharcèlement. Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Qu'est-ce qu'elle a fait, Aline Dessine? Elle a fait des faux, elle aurait demandé à des abonnés d'envoyer des faux témoignages, elle a organisé des raids numériques, elle l'a reconnu. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'elle-même, elle n'a pas été auteure de faits de cyberharcèlement? Et est-ce que la question ne méritait-elle pas d'être posée? Est-ce que le procureur n'aurait-il pas dû s'autosaisir du suivi de cette infraction pour poursuivre une enquête et approfondir un petit peu les choses? Ou, plus simple, et c'est ce que j'ai dit précédemment, est-ce qu'il n'aurait pas dû, à ce moment-là, dire, bon, ce dossier est compliqué, il y a des torts des deux côtés, est-ce qu'il ne faut pas déclencher une instruction? Est-ce que je ne dois pas saisir un juge d'instruction? Comme on a dit, l'instruction, c'est l'enquête plus poussée, entre guillemets. Et là, quand le procureur, même s'il ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant, en voyant
que l'affaire était si compliquée, le minimum qu'il puisse faire, c'est saisir un juge d'instruction, et lui dire tu reprends l'affaire parce que là c'est vraiment très compliqué, il faut enquêter plus en profondeur et les torts des deux côtés, c'est pas du harcèlement simple entre guillemets, l'autre partie l'avait harcelé. Également on avait fait en tout cas quelque chose qui puisse ça se rapprocher du harcèlement avec cette fausse dick pic, donc il faut aller voir plus loin. Et là le procureur n'a rien fait du tout et a dit ok on continue tranquille, donc déjà il y a un problème. Donc ça, c'est les deux questions qu'on s'est posées avec mes confrères, et ces questions, elles sont centrales. Quand on voit un tel dossier arriver, des problématiques techniques, une infraction qu'on connaît mal, 7 parties civiles, des torts des deux côtés, 8000 pièces dans le dossier des parties civiles, est-ce que ce dossier ne méritait-il pas une instruction? Ça, c'est vraiment la question centrale, et pourquoi le procureur ne s'est pas autosaisi? Là, c'est le procureur qui va être dans la sauce, ma gueule. Alors, j'ai compris qu'il y avait eu un changement de procureur, il y en a un qui est parti, du coup, il a été remplacé par un autre procureur ou une autre procureure, mais la question reste ouverte. Ensuite, si on prend les choses de manière chronologique, est intervenue la décision de la commission de déontologie sur le fait que l'avocat des parties civiles, Laure Alice Bouvier, pouvait être à la fois avocat et partie. Alors j'ai lu beaucoup de choses sur ce sujet. Ah là, ça m'intéresse. Certains commentateurs ont parlé de sketch, parce qu'à un moment, elle enlève sa robe au tribunal. J'ai aussi lu des youtubeurs qui disent que certains avocats ont dit que c'était évident qu'on pouvait défendre soi-même. En fait, c'est pas si évident que ça. Moi-même, quand j'ai appris ça, le lendemain de l'audience, j'ai quand même tiqué. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu bizarre. En fait, c'est une situation tellement rare que la plupart des avocats n'ont jamais amené à se poser cette question. Elle-même, elle l'a dit dans son interview, c'est pas une situation qui arrive tous les jours. Et moi, je pense qu'elle-même, elle s'est posé la question. Parce qu'on voit qu'elle a mis beaucoup de temps à porter plainte. Je crois qu'elle a mis quasiment 1 an et demi à porter plainte. Et moi, je pense qu'elle était dans sa tête en mode avocate. Je défends mes victimes, je défends mes clients, pardon. Et moi, ce qui m'arrive à moi, c'est pas grave. De toute façon, je suis leur avocate. Moi, je ne suis pas partie civile. Elle a fini par porter plainte et s'est posé évidemment la question de est-ce qu'elle peut à la fois être partie civile et avocate. La commission de déontologie de son barreau s'est prononcée en sa faveur et ils ont dit qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt et qu'elle pouvait être à la fois avocat et partie civile. Donc là, je voudrais préciser plusieurs choses. Par rapport au fait qu'elle aurait été défendue par le bâtonnier, en fait, elle a été défendue par un avocat qui était anciennement bâtonnier. Un avocat qui s'appelle Chanel Bournazel, qui est assez connu d'ailleurs. Et donc les gens qui étaient dans la salle ont pensé qu'elle était défendue par le bâtonnier. Non. En fait, c'est quelqu'un qui a été bâtonnier il y a quelques années. Et les bâtonniers, c'est comme les présidents de la République. Si vous avez été bâtonnier une fois, toute votre vie, on vous appelle bâtonnier, monsieur bâtonnier. Donc c'est pour ça qu'à l'audience, même le président, les juges du tribunal disait monsieur le bâtonnier, monsieur le bâtonnier. C'est un peu ridicule. Bâtonnier. Un bâtonnier, c'est quoi? C'est pas compliqué, c'est le président du Conseil de l'ordre. Les avocats, on a un Conseil de l'ordre par département. Alors qu'est-ce que ça fait le Conseil de l'ordre? Eh bien justement, ça traite des questions déontologiques, ça gère notre prévoyance, ça accueille l'argent quand il y a des conflits entre les gens et qu'il y a des règlements financiers à faire. C'est le barreau qui gère ça. Enfin, c'est l'institution qui gère beaucoup de questions pour les avocats. Et puis tous les 2 ans, on élit le président du Conseil de l'ordre, donc le bâtonnier, il change tous les 2 ans. Donc il y a beaucoup d'avocats qui sont anciens bâtonniers et qu'on va appeler monsieur le bâtonnier. Le bâtonnier actuel, c'est monsieur Cousy. Alors il est ami Instagram avec Laure Alice Bouvier. D'un point de vue juridique et légal, ceux qui décident, c'est le Conseil de l'ordre, c'est la commission de déontologie, ils lui ont donné raison. Est-ce que c'est parce qu'il y a un entre-soi inconscient bourgeois que tout le monde se connaît? Peut-être, mais en tout cas, légalement, elle l'a dit. Ouh, rien que dire ça, je vous assure qu'en tant qu'avocat, rien que dire ça, tu prends un risque pour ton image. Ça veut dire qu'elle sait qu'il y a beaucoup d'avocats de son côté. Et là, cette petite phrase, écoutez bien, cette petite phrase qu'elle dit là, c'est super important. Écoutez bien. Bourgeois que tout le monde se connaît. Est-ce que c'est parce qu'il y a un entre-soi inconscient bourgeois que tout le monde se connaît? Petit flex de la bourgeoisie entre elles, entre gens de la bourgeoisie. Est-ce que c'est ça? C'est pour ça que ça a été accepté? Peut-être, elle dit. Et du coup, ça veut dire que t'attaques le bâtonnier de face et cette bourgeoisie dont elle ne se prétend pas faire partie. Et donc, à mon avis, si elle était toute seule, elle n'oserait certainement pas balancer ça. Et là, comme elle l'a balancé au début, il y a beaucoup de choses, elle le dit souvent, qui, moi et mes confrères, nous font tiquer. Et donc, ce qui veut dire, à mon avis, c'est que jusqu'à maintenant, on a l'impression que Marvel, c'était le méchant. Qui est défendu par son avocat était seul. Qui était défendu par Juan Branco, certes, c'est un gros nom, mais Juan Branco, c'est l'antisociété, l'antisocial. Tout le monde était seul. Tout le monde était contre Marvel. Et tous les avocats de Paris étaient derrière Laure Alice. Et en voyant cette vidéo, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'au final, on se rend compte que non, il n'y a pas tous les avocats derrière Laure Alice. Au contraire, certainement, la plupart des avocats, apparemment, trouvent très bizarre ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant sur cette affaire, c'est qu'on se rend compte qu'au final, enfin, c'est très dur de dire ça sur une vidéo, mais en tout cas, on peut pas dire la plupart des avocats, beaucoup d'avocats trouvent bizarre ce qui s'est passé,
trouve bizarre le traitement qui a été accordé, un traitement qu'on pourrait appeler de faveur qui a été accordé à l'oraliste, et beaucoup d'avocats ne sont pas d'accord, si on peut dire, avec la manière dont se sont passées les choses. Et c'est là qu'on se rend compte que Marvel est beaucoup moins isolé que isolé que ce qu'on pourrait penser. En tout cas, extrêmement intéressante cette vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé, vous étiez bien une douzaine à m'avoir envoyé, et très intéressant. Peut-être, mais en tout cas, légalement, elle l'a dit, la décision fait 2 pages et elle est totalement justifiée. Je suis pas sûre que la décision soit illégale, pas du tout. Par contre, ce que je pense, c'est que comme je vous l'ai déjà dit, elle a dû se poser la question, elle a même dû en discuter avec son avocat, parce qu'il arrive que des avocats soient confrontés. En fait, quand on est avocat, quand on a un problème personnel de justice, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait appel à un confrère pour qu'il plaide pour nous. On lui dit, voilà, j'ai des loyers en retard, j'ai été convoqué par mon propriétaire, et je vais préparer les conclusions, je vais préparer le dossier, mais est-ce que tu peux le plaider pour moi? Ça, c'est très fréquent, parce que même si on a le droit de se défendre pour soi-même ou pour ses proches, éventuellement, c'est toujours plus facile de ne pas se défendre soi-même parce que l'avocat qui plaide, c'est mieux quand il est indépendant de ses clients, ça lui permet de mieux plaider, d'avoir une vraie indépendance. Mais dans le cas de l'affaire Marvel, Laure-Alice Bouvier, elle ne pouvait pas confier ce dossier à un autre avocat. Pourquoi? Parce que c'est un énorme dossier. Elle le suivait depuis 2 ans, elle le connaissait par cœur. Encore une fois, il y avait 8000 pièces dans ce dossier. À quel avocat elle aurait pu le confier et qui mieux qu'elle aurait pu connaître ce dossier? Et là, on retombe sur la question dont j'ai déjà parlé. C'est un dossier compliqué. Pourquoi il n'y a pas eu d'instruction? Pourquoi? Vous voyez, commerciaux, etc. Peut-être que Laure-Alice Bouvier aurait dit à un avocat, un copain, est-ce que tu peux le plaider pour moi? Est-ce que tu peux t'en occuper? Avant même de se poser la question de savoir si elle avait droit ou pas d'être à la fois partie civile ou pas, elle se serait simplifiée la vie, elle aurait dit, voilà, est-ce que tu peux t'en occuper? Là, elle ne peut pas dire, et encore moins à son avocat qui l'a assisté, qui a 60 ans passé, elle ne peut pas lui confier un dossier de 8000 pièces avec des histoires de chat, de live Twitch, encore une fois. Enfin... C'est dur, parce que ça remet en question l'efficacité d'un avocat dans le monde 2.0, voire 3.0, si on peut dire. Parce qu'elle a dit, on peut pas confier à un avocat qui a plus de 60 ans des trucs avec des live Twitch et tout. Parce que c'est pas ce que c'est. En même temps, c'est aussi son boulot de se tenir... les gars, les avocats, c'est des dinosaures dans leur grotte, c'est aussi son boulot de se tenir au courant de l'actualité, hein. Live Twitch ou pas, tu dois savoir ce que c'est si t'es avocat et tu dois bosser là-dedans. Qui a 60 ans passé, elle ne peut pas lui confier un dossier de 8000 pièces avec des histoires de chat, de live Twitch, encore une fois, enfin des choses qui sont techniques, qui sont essentiellement maîtrisées par les jeunes. Je fais une autre remarque sur l'infraction de violence sur avocat. Intéressant ça. Les commentateurs l'ont souligné, il a sans doute été durement sanctionné parce qu'il s'en est pris à l'avocate. Alors la question que je pose, c'est est-ce que c'est normal que vous soyez plus fortement réprimé si vous en prenez un avocat? La réponse est évidemment oui. Pourquoi? Parce que nous, les avocats, on est tout le temps dans des histoires. Par définition, notre métier, c'est d'assister quelqu'un qui a un conflit avec une autre personne. On est tout le temps dans des bails. Alors ça, le mot bail, je l'ai entendu 150 000 fois depuis une semaine. J'ai toujours pas compris exactement ce qu'il signifiait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Elle a dit on est toujours dans des balles. Elle voulait dire dans des bails. J'ai entendu 150 fois, je sais pas ce que c'est. On est toujours dans des bails. J'ai vu dans le chat avant que vous m'avez dit qu'elle dit bail. Elle dit quoi? Pour que je comprenne bien. La définition exacte du mot bail. Il y a des gens qui ont mis dans ce... Est-ce qu'il y a des gens qui ont mis bail? Ce que ça veut dire? Il y a personne qui le dit ce que ça veut dire bail. Incroyable. Le mot bail. Mais dis-moi dans les commentaires. Mettre en commentaire la définition exacte pour du mot bail. C'est d'assister quelqu'un qui a un conflit avec une autre personne. On est tout le temps dans des bails. Dans des bails. Alors ça, le mot bail, on est tout le temps dans on est tout le temps dans des bails. Et après elle dit je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Quelqu'un qui a un conflit avec une autre personne. On est tout le temps dans des bails. Alors ça, le mot bail, je l'ai entendu 150 000 fois depuis une semaine. J'ai toujours pas compris exactement ce qu'il signifiait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire la définition exacte pour que je comprenne bien. Mais de ce que j'ai compris, un bail, c'est une histoire. Donc nous, les avocats, on est toujours dans des histoires. Et si on commence à subir des pressions de l'autre partie, et bien là, ça devient comme un film sur la mafia, hein, où il y a le parrain qui est accusé, et il y a la pauvre victime qui doit témoigner. Elle a raison. Sur ce, elle a raison, je suis d'accord avec elle. La veille, on lui a fait du chantage, on l'a menacé de tuer sa femme, on a tous vu des films comme ça. Du coup, l'avocat défend très mal la partie civile, et puis le procès se termine, le parrain de la mafia n'est pas poursuivi, et la victime, la partie civile, elle meurt 1 heure après. Donc si on s'en prend aux avocats, c'est pas compliqué, il n'y a plus de justice. Donc, elle a raison. Est-ce que les infractions contre les avocats doivent être réprimées plus fortement? Évidemment, oui. Une autre remarque par rapport aux commentaires que j'ai subis, le choix de l'avocat de Marvel. C'est-à-dire le fait qu'on lui aurait refusé son dossier, qu'il serait allé voir des avocats qui ont refusé de prendre son dossier.
Alors, je ne sais pas, j'imagine que c'est vrai. Maintenant, moi j'ai vu une vidéo où il explique que quand il a annoncé sa cagnotte Litchi de 10 000 euros, il y a 150 avocats en France qui lui ont écrit pour lui dire « je suis prêt à te défendre ». Il faut savoir qu'il y a énormément d'avocats en France. La plupart ne sont pas connectés au réseau franc-maçon. C'est une profession assez démocratisée et ça, si vous allez dans un tribunal, vous allez vous en rendre compte. Il y a des gens issus de l'immigration, il y a des gens issus des quartiers, il y a des bourgeois, comme peut-être leur Alice Bouvier ou comme moi, puisque moi je suis fille d'avocat, j'ai grandi près de Bastille à Paris, donc il y a à peu près tous les... Elle dit je suis bourgeoise, mais moi j'ai des couilles. J'ai des couilles, j'ai une éthique, un honneur. Et je ne fais pas n'importe quoi. Bourgeoise, mais avec honneur. Elle porte ses couilles, franchement, Psartek, hein. Mais elle a raison, hein. Moi j'avais des chiptards en cours avec moi, j'avais des rebeux, j'avais des mecs qui vivaient en HLM et ils sont devenus avocats, hein. Après j'avais beaucoup de fils de Bourges en cours avec moi aussi. La majorité des gens avec moi en cours c'était des fils de Bourges, fils d'avocats, et ouais je peux dire ce que je pense d'eux. Allez on passe à la suite. Et là-dessus, franchement, des avocats à qui on annonce le budget c'est 10 000 euros et je peux te défendre, j'en connais 50. L'année 2020 a été dure pour les avocats, hein. On a enchaîné la grève des avocats et le Covid avec la fermeture des tribunaux. La plupart de mes confrères, on a tous des grosses baisses de chiffre d'affaires. Je vous assure qu'un dossier comme ça, je connais plein d'avocats qui sont prêts à prendre réseau franc-maçon ou pas. Donc on arrive au jour du procès. L'audience démarre, on arrive dans la salle qu'est-ce qu'il y a? Il y a les juges. Alors les juges, je crois qu'ils étaient 4, c'est le juge qui préside l'audience, c'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur le Président, et pas votre honneur comme dans les films américains, et puis il a assisté d'autres juges qui sont à côté de lui et qui vont écouter l'affaire. D'un côté il y a le parquet, alors en fonction des tribunaux, il est parfois à droite... Attendez, je remets au début parce que vous me perturbez dans le chat. A été dur pour les avocats, hein. On a enchaîné la grève des avocats et le Covid avec la fermeture des tribunaux. C'est vrai. La plupart de mes confrères, on a tous des grosses baisses de chiffre d'affaires. Je vous assure qu'un dossier comme ça, je connais plein d'avocats qui sont prêts à prendre réseau franc-maçon ou pas. L'argent avant tout, les gars. L'audience démarre. On arrive dans la salle qu'est-ce qu'il y a? Il y a les juges. Alors les juges, je crois qu'ils étaient 4, c'est le juge qui préside l'audience, c'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur le Président, et pas votre honneur comme dans les films américains, et puis il a assisté d'autres juges qui sont à côté de lui et qui vont écouter l'affaire. D'un côté il y a le parquet, alors en fonction des tribunaux, il est parfois à droite, parfois à gauche, et puis de l'autre côté il y a ce qu'on appelle la défense, c'est-à-dire l'accusé, le prévenu. Hein. Prévenu, mis en examen, ça veut dire en gros l'accusé. Et puis de l'autre côté, du côté du parquet, il y a les parties civiles. Alors la première question qui s'est posée au cours de l'audience, c'est ce qu'on fait en premier, c'est, il me semble, hein, que l'avocat de Marvel a fait une demande de renvoi. Qu'est-ce que c'est une demande de renvoi? C'est, voilà, j'ai besoin que l'affaire soit renvoyée pour la travailler, soit parce que j'ai eu les pièces il n'y a pas longtemps, soit parce qu'il y a tel point qui ne va pas, etc., etc. Il faut savoir que le renvoi, il n'est pas systématiquement accordé par le... Avant la nullité, ça? J'imagine, parce que ça a été quand même mentionné, que l'avocat des parties civiles a dû dire qu'une de ses clientes était dans une situation de détresse psychologique telle qu'il fallait absolument pas que ce soit renvoyé. Donc les avocats ont chacun plaidé leur position et le renvoi a été refusé. Ensuite, l'avocat de Marvel a soutenu un certain nombre de nullités. À ce titre, je fais juste une remarque sur la défense par l'avocat de Marvel. Moi, j'ai pas de commentaire particulier à faire, je n'étais pas à l'audience et je n'ai pas vu ses conclusions. Et puis, je ne connais pas le dossier. On lui a reproché d'avoir seulement plaidé sur la forme. Dites-vous que c'est pas en soi un problème. Il y a des procès qu'on peut plaider grâce à la forme. Et s'il y a des vices de forme qui sont très importants, vous avez parfois, dans certains cas, même plus de chances de gagner sur des questions de forme que sur des questions de fond. Donc ça relève des stratégies de l'avocat. C'est pas toujours compris par les personnes parce qu'effectivement, quand elles vont à un procès, en fait, ce qu'elles veulent entendre, c'est la vérité. Mais parfois, les procès, c'est un petit peu de la cuisine juridique et ça peut être un avantage de ne plaider que sur la forme. En soi, c'est pas un problème. Ça dépend des situations. Donc, comme je le disais, l'avocat de Marvel, il a soutenu des nullités. Il en a soutenu 15. Alors, il faut le savoir, il y a deux types de nullités. La première nullité, c'est la nullité d'ordre public. Alors ça, c'est la pépite des avocats, c'est le petit joyau. Quand vous trouvez une nullité d'ordre public, vous êtes vraiment au top. Hein. Pourquoi? Alors, je m'adresse à ceux qui verront ça sur YouTube et donc pas sur Twitch. Vous voyez pas le chat en ce moment. Ils sont en train de tomber amoureux d'elle. On a même quelqu'un qui nous dit j'ai envie de faire un crime pour qu'elle me défende cette merveilleuse avocate. Faut vous calmer les gars. Ils sont maître, je ne sais pas votre nom, maître Héloïse maître Héloïse. Bon ça bug, maître Héloïse, voilà. Et voilà, génial. J'ai voulu faire le malin et ça buguait. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo. Maître Héloïse de Castelnau, sachez que vous avez beaucoup de fans parmi mes viewers et là si vous cherchez un fiancé par hasard, sachez que vous avez beaucoup de fans en tout cas ici. Et s'il y a des vices de forme qui sont très importants, vous savez savoir que le renvoi, il n'est pas systématiquement accordé tel qu'il fallait
pas à l'audience et je n'ai pas vu ses conclusions. Et puis, je ne connais pas le dossier. On lui a reproché d'avoir ça. C'est pas toujours compliqué. Il y a deux types de nullités. La première nullité, c'est la nullité d'ordre public. Alors ça, c'est la pépite des avocats, c'est le petit joyau. Quand vous trouvez une nullité d'ordre public, vous êtes vraiment au top. Hein. Pourquoi? Parce que la nullité d'ordre public, si vous la soulevez, le juge est obligé de vous suivre. Il est obligé d'annuler le dossier. C'est un petit peu comme si vous aviez rendez-vous avec une fille, et puis une heure avant le rendez-vous, un ami vous appelle et il vous dit « C'est bon, j'ai vérifié, sa cousine me l'a confirmé, elle te kiffe, elle est folle de toi, ce soir tu vas conclure. » L'avocat qui arrive avec une nullité d'ordre public, il est dans cet état-là. Il est détendu, il sourit à tout le monde, il sait que ça va durer 20 minutes et qu'ensuite son client va sortir et qu'il va rentrer chez lui. Ces nullités-là, c'est quoi cette image? Par exemple, il y a le fait de ne pas notifier au gardé à vue ses droits. Et ça n'arrive quasiment jamais. Comme je vous dis, ces nullités, elles sont extrêmement rares. Ensuite, il y a un deuxième type de nullité, qui est la nullité faisant grief. Alors ça, c'est une nullité, c'est-à-dire c'est une irrégularité dans la procédure, mais qui est moins grave. Et comme c'est moins grave, eh ben, ça va dépendre des situations. C'est-à-dire que l'avocat, il va devoir plaider, il va devoir dire voilà, il y a eu cette irrégularité et ça a tellement, vu les conditions, ça a tellement altéré l'enquête que cette procédure doit être annulée. Et là, c'est vraiment du cas par cas, il y a de la jurisprudence en fonction des situations, mais il y a aussi vraiment une vision d'ensemble de est-ce que cette nullité ou ces nullités ont altéré l'enquête, ont altéré le suivi de la procédure à tel point, que la procédure doit être annulée. Donc l'avocat de Marvel, il en a présenté 15, aucune n'a été retenue, je n'ai aucun commentaire là-dessus, tout dépend des nullités soulevées et des circonstances. Donc les nullités sont rejetées, on passe à la suite du Dommage procès. qu'il n'ait pas le jugement. Les parties civiles se sont exprimées, elles ont parlé, leur avocate a plaidé pour elles, le dossier comportait 8000 pièces, et là, je dois le dire, c'est la troisième question que je me suis posée par rapport à ce dossier. On a compris que la plupart de ces pièces seraient des constats d'huissier. Dans son interview, Laure-Alice Bouvier dit qu'il y avait 800 pièces la concernant, dont 400 constats d'huissier. Le constat d'huissier, je vous ai dit plutôt ce que c'était. C'est le huissier qui va vraiment sur Internet et qui va expliquer tout ce qu'il fait. L'huissier, il est assermenté, donc il va vraiment imprimer tout ce qu'il a fait, il va mettre son tampon d'huissier, comme ça c'est une preuve qui est solide. Et dont on sait qu'elle n'est pas fausse ou faussée, comme la dick pic, hein, on sait que voilà, c'est vrai. Attention, apparemment c'est bien ouf là. Le constat d'huissier, ça a quand même un coût. Moi, j'avais déjà fait faire des constats d'huissier sur Internet. À l'époque, il y a environ 6-7 ans, on me les facturait entre 150 et 200 euros. Là, il y a eu de constats d'huissier dans cette affaire. J'imagine qu'il y en a eu quand même eu beaucoup. Sur 8000 pièces, on peut se dire qu'il y en avait au moins 1000 ou 2000 ou 3000 qui étaient des constats d'huissier. J'imagine aussi que l'huissier en question, ou les huissiers qui ont procédé à ces constats d'huissier, ils ont sans doute fait un prix à l'avocate. Ils lui ont dit voilà, bon, tu nous demandes 1000 constats d'huissier, on va pas te les faire à 150, on va te les faire à 100, on va te les faire à 50. Mais là, moi, je me suis quand même posé la question, si le dossier comportait 8000 pièces, disons que 3000 de ces pièces étaient des constats d'huissier, quand bien même on lui fait une grosse réduction, on les fait pas à 150, on les fait pas à 100, on les fait à 50 euros, 3000 constats d'huissier à 50 euros, ça fait 150 000 euros. Donc ça, c'est une question que je me suis posée, c'est comment c'est financé le dossier des parties civiles. Les gars, je suis en train de tomber amoureux moi aussi. Fais chier, merde. Dans ces parties civiles, il y a des influenceurs connus. Alors moi, je n'ai aucune idée de combien gagne un influenceur comme Tristan, qui a 500 000 followers. J'en ai vraiment aucune idée. Mais je vous le dis, ça m'a interpellée parce que... Ça, parce que les gars, vous vous rendez pas compte, un huissier, ça veut dire que par exemple, le mec, il donne une preuve. Sauf erreur de ma part. Je parle sous le contrôle de maître Héloïse de Belno, je sais plus son nom. Le huissier va faire quoi? Il va vérifier l'exactitude des pièces. Tu donnes une pièce, un screen capture d'une conversation, une vidéo de Marvel avec un passage, quelque chose que Marvel aurait dit. Tu peux dire Marvel a dit ça. Ils vont pas regarder toutes les vidéos qui sont citées. Ils vont pas regarder tous les trucs. Ils vont pas regarder toutes les pièces elles-mêmes au tribunal. Donc, comment savoir que c'est la vérité? La vérité, c'est un huissier, c'est un mec qui a sermenté, tout ce qu'il dit, tout ce qui confirme est censé être la vérité. Donc, lui, il va faire ses propres recherches. Tu vas dire, pièce numéro 1, la vidéo de Marvel, nanana, où il dit ça. Il va aller chercher la vidéo de Marvel. Il va expliquer qu'il a été cherché. Il va expliquer qu'elle est à la minute numéro 3. Il va regarder cette minute numéro 3. Et il va certifier que Marvel a bien dit ça sur cette minute. Il va le mettre sur un papier. Il va mettre son tampon. Et voilà, ça va faire une pièce. Le truc, c'est qu'il y a 8000 pièces. Ce qu'elle dit. Donc, imagine 3000 pièces d'entre elles, c'est le truc c'est l'exemple, hein. On va dire un chiffre qu'elle prend arbitrairement, mais bon, elle doit quand même bien connaître le milieu et donc le nombre de pièces d'habitude sur un total qui sont faites par huissier. Et donc, elle dit sur 3000 pièces, il y a 3000 pièces. Donc là, elle parle non seulement du coût qui serait énorme, mais non seulement imaginez le temps. Tu as vérifié 3000 pièces et apparemment, je parle encore
par rapport à ce qu'on m'a envoyé, à ce qu'on m'avait dit, que Laura Alice aurait dit sur une vidéo, mon ami le huissier. Donc son ami, voilà, on va pas rentrer débat ce que ça veut dire quand le huissier est son ami, il lui fait confiance. Mais un mec avait vérifié 3000 pièces. Mais c'est un truc de gueudin, frère, c'est un truc de gueudin. Même si, imaginons, il prend que, allez, 10 minutes par pièce, il y en a 3000... fois 10 minutes divisé par 60, ça fait 500 heures. 500 heures, ça fait 50 jours total, imaginez même divisé par 8, ça fait 62 jours, ça fait 2 mois, sans les week-ends, divisé par 21, ça fait 3 mois où le mec, tous les jours, tout ce qu'il a fait, c'est du Marvel. Arrêtez là. Vous voyez le problème dans cette affaire, vous voyez le bug. C'est ça le problème. C'est ça ce qui est vraiment chelou. Travailler pour des gens qui voulaient faire des constats d'huissier, notamment sur Internet, quand il se passe plein de choses en termes de harcèlement, parce que ça va très très vite de devoir vérifier les sites, etc. Le prix monte très très vite aussi, et souvent le prix est bloquant pour faire une enquête en termes de cyberharcèlement. Donc voilà, ça c'est une vraie question que je me suis posée, c'est combien a coûté ce dossier de 8000 pièces pour les parties civiles. Et encore ah oui, vous me le faites remarquer dans le chat, c'est vrai, que ce qui vraiment comme preuve, c'est les logs. Les logs, ça veut dire les enregistrements informatiques qui ont été faits par le fournisseur, par la personne... par la personne, typiquement par Facebook, par YouTube, par Instagram et tout. Eux, ils ont les logs avec toutes les preuves de ce qui a été fait, parce que c'est trop facile à truquer sinon, et ils doivent requérir les logs pour prouver que c'est bien cette personne derrière ce compte avec cette adresse IP qui a dit ça ce jour-ci, à cette heure-ci, qui a dit cette phrase exacte, et avoir tous les logs comme preuve. Et sauf erreur, c'est ce que l'avocat de Marvel avait dit à l'époque, le premier avocat, que ces logs n'avaient pas été fournis par Instagram, qui n'avaient pas été fournis par Discord, par Twitch ou par YouTube, et donc que rien de tout ça n'avait été fourni. Donc, parce que vous-même, vous pouvez demander d'ailleurs vos propres logs sur Facebook, mais déjà, ils font un temps méga long pour les donner, à part ceux que tu peux télécharger automatiquement, les autres, c'est super long, et c'est assez compliqué de les avoir, surtout quand c'est Facebook, typiquement, leur siège n'est pas en France, YouTube, leur siège n'est pas en France, Insta, c'est Google aussi, leur siège n'est pas en France, donc c'est très compliqué d'avoir tout ça. Histoire d'instruction. Pourquoi ? Parce que si l'enquête avait été prise en charge par le juge d'instruction, c'est lui qui aurait fait la plupart des investigations. Et donc ces investigations, ces recherches sur Internet, sachant qu'un policier ou un juge, il n'a pas à passer par un huissier puisque lui-même il est assermenté. Eh bien, ça aurait été tous ces coûts qui auraient pu être faits à charge pour le compte des parties civiles ou à décharge pour le compte de Marvel, c'est-à-dire des constats d'huissier sur ce qui s'est passé des deux côtés, eh bien ils auraient été pris en charge par le budget du ministère de la Justice. Alors, de ce que j'ai compris, aucune des 7 parties civiles ne répondait plus à Marvel, donc il y aurait eu beaucoup moins de constatations à faire du côté de Marvel. Mais quand même, de toute façon, je vous dis, moi c'est une question que je me suis tout de suite posée, combien a coûté ce dossier des parties civiles, il a dû quand même coûter beaucoup d'argent. Et puis ensuite, le procureur a fait ce qu'on appelle sa réquisition. Il a dit tout ce qu'il reprochait à Marvel, et c'est lui qui a fait la demande de peine de prison. Le procureur, donc représente l'État, et c'est lui qui va demander la peine de prison. La partie civile demande aux civils ce qu'ils veulent, ce que je vous avais expliqué, c'est au niveau de la thune, au niveau des dédommagements, etc. Où ils avaient demandé 1 euro symbolique, outre les frais d'avocat. Et après, au niveau pénal, c'est le procureur qui va demander, et donc c'est lui qui va requérir une peine de prison contre le prévenu. Les parties civiles, elles peuvent simplement demander des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'elles ont subi. Dans le cas de Marvel, je crois qu'elles n'ont demandé qu'1 euro de dommages et intérêts, mais elles ne peuvent pas demander des peines de prison. C'est le procureur qui demande les peines, amendes, peines de prison contre les prévenus. Enfin, dernière partie du procès, l'avocat de Marvel a fait sa plaidoirie. C'est toujours l'avocat du prévenu, de celui qui est accusé, qui parle en dernier. En général, dit ça aussi. Même à chaque fois, on demande ensuite à Marvel au prévenu s'il a des commentaires à faire. Là, je crois qu'il ne s'est pas particulièrement exprimé. Ensuite, les juges se retirent pour délibérer. Et puis, la sentence est arrivée, et comme vous l'avez constaté, la sentence était très lourde. En fait, quand on regarde le procès Marvel de loin, comme ça, sans avoir accès au dossier, ça ressemble un peu à un crash d'avion, c'est-à-dire c'est une accumulation de problèmes les uns après les autres, le fait qu'il n'ait pas déposé plainte, le fait qu'il pensait qu'il y avait un conflit d'intérêts parce que des avocats lui avaient dit que du coup il pensait que le procès serait reporté, etc., etc., etc. Et puis on arrive à cette sentence qui est vraiment un crash d'avion, une peine tout à fait en norme pour un pays comme la France. Une peine de prison avec mandat de dépôt pour... Encore une fois, ce qu'il y a à retenir là, d'une avocate qui s'y connaît, qui suit la chose, etc., une peine, ça c'est objectif, c'est pas subjectif, ça n'est pas de son avis, c'est objectivement en France, une peine, totalement, elle a utilisé quoi ? Hors norme dans ce genre de cas, c'est hors norme, donc c'est pas du tout ce qui tombe dans ce genre de cas, c'est totalement hors norme. Des choses qui ont été dites et des choses qui ont été écrites, donc des choses qui relèvent de la parole et de l'écrit, pour quelqu'un qui n'avait pas de casier judiciaire.
Et en droit, quand on parle de la parole et de l'écrit, on parle de la liberté d'expression. Car dans cette affaire, des Marvel, il y en a plusieurs, il y en a au moins 3. Il y a Marvel, le cyberharceleur qui appelle à faire des raids numériques sur le site de l'avocate. Il y a Marvel, celui qui fait des blagues un peu borderline sur les Asiatiques. Et puis il y a Marvel, celui qui dénonce l'industrie du fitness en France et les ravages du dopage chez les jeunes. Quel est le Marvel qu'on a condamné dans cette affaire? C'est le premier Marvel, celui qui fait du cyberharcèlement. Mais quel est le Marvel qu'on a fait taire? C'est les 3 Marvel. Celui qui fait du cyberharcèlement, celui qui fait des blagues borderline et celui qui dénonce l'industrie du fitness et les ravages du dopage. Wow, la petite... C'est les 3 Marvel qu'on a fait taire. Bon, écoute, c'est sympa ce qu'elle a dit là, c'est très intéressant, mais là, par contre, la petite photo, c'était en trop. Surtout... Comment est réglementée la liberté de l'industrie du fitness en France? Surtout les gars. C'est les 3 Marvel. Surtout les gars. Non, là... Là, c'était trop. Non, c'était trop. À la forêt, avec l'aiguille dans le... En plus, qui se pique là, avec du biche-barre. Regarde les piercings au téton là. Le mec, il a une espèce de piercing carré au téton. C'est quoi ces piercings chelous? Au nombril. C'est quoi cette photo bizarre? Elle a trouvé où? Tu vas me dire, tu tapes dopage sur Google, ton là-dessus. C'est quoi ces piercings? C'est le seul truc de sa vidéo que j'aime pas là. Il y a un bug. Ça remet absolument rien de son argumentaire en doute. Ça remet rien vraiment. C'est très très bonne vidéo, mais là la photo, frérot, voilà. Allez, next. Et les ravages du dopage. Fermeture éclair au téton. Comment est réglementée la liberté d'expression en France? La liberté d'expression en France, elle est réglementée par la fameuse loi de 1880, dite loi sur la presse. Alors quand on dit loi sur la presse, on pense aux journaux, aux médias, etc. En fait, ça touche tous les secteurs. Ça touche tout ce que vous dites et tout ce que vous écrivez, quel que soit le média et quelle que soit la manière dont vous le dites. C'est-à-dire si vous le dites en public, sans qu'il y ait de médias, ça relève de la liberté d'expression et ça relève du droit de la presse et de la loi de 1880. Or, le droit de la presse est un droit extrêmement spécifique, avec plein de conditions qu'on ne trouve pas dans le droit pénal général. Pourquoi? Parce qu'on considère que la liberté d'expression, la liberté d'opinion sont des libertés fondamentales. Donc on va venir la réglementer, les réglementer, mais on va faire ça de manière très parcimonieuse pour ne pas porter atteinte à cette liberté fondamentale. Alors comment ça se traduit? Eh bien par exemple, vous avez des délais beaucoup plus courts pour attaquer quelqu'un. Vous avez un délai de prescription de 3 mois pour un délit en matière de droit de la presse. Vous avez simplement 3 mois pour poursuivre quelqu'un si vous estimez qu'il a commis un délit type de diffamation ou d'injure publique. Alors que pour le reste des infractions, vous avez plusieurs années. Ensuite, le calendrier procédural est beaucoup plus souple. Quand vous êtes en droit de la presse, l'avocat de la défense, celui qui défend le prévenu, il peut un peu organiser les audiences comme il veut. Là, on l'a vu, le renvoi a été refusé. Donc l'avocat de Marvel n'a pas pu jouer librement avec les dates et puis se dire, voilà, je prends 3 semaines de plus, 2 mois de plus. En droit de la presse, il aurait pu le faire. Ensuite, en droit de la presse, le mandat de dépôt n'est pas possible. Donc, encore une fois, vous voyez qu'il y a des grosses différences entre le droit de la presse, qui est un droit très réglementé, et puis le reste des infractions. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en France par rapport au droit de la presse et par rapport à la liberté d'expression? On constate 3 choses, pour moi. La première chose, c'est qu'on va aggraver les délits de presse. Par exemple, on va multiplier les circonstances aggravantes. Si vous commettez un acte de diffamation ou d'injure publique à caractère racial, vous n'avez plus 3 mois pour poursuivre, mais vous avez 1 an. C'est la même chose si vous insultez les gens pour homophobie, etc. Donc la poursuite des personnes qui vont commettre ce type de délit avec ces circonstances aggravantes va être plus facile. La deuxième chose qu'on constate, c'est une aggravation des condamnations. Ça, vous avez dû le voir dans la presse. On a mentionné que Dieudonné était dans la salle pour l'affaire Marvel la semaine dernière. Dieudonné, à mon avis, le tribunal, il y va tout le temps. Peut-être pas toutes les semaines, mais il y va tous les mois. Et on peut constater quand même que ce soit Dieudonné, Soral, Zemmour, que les amendes sont plus élevées qu'avant, voire bien plus élevées qu'avant. Donc ce qu'on constate par rapport à la liberté d'expression, c'est une aggravation des condamnations, une aggravation des peines sur les délits de droit de la presse. Et puis enfin, et ça c'est le cas de l'affaire Marvel, on crée de nouvelles infractions qui sont hors du champ d'application de droit de la presse, mais dont la matérialité sont aussi la parole et l'écrit. Et le cyberharcèlement, c'est ça, c'est une infraction. La matérialité, c'est ce qui constitue l'infraction. C'est l'acte où, je n'arrive pas à dire ça d'un mot différent, c'est en gros le cœur de l'infraction. C'est qu'est-ce que l'infraction? La matérialité, donc elle va dire, c'est la parole et l'écrit. Donc ce qui constitue l'infraction, ça va être la même chose que les infractions de presse, mais ça va représenter des infractions différentes. Infraction normale, qui va devoir être traitée de façon normale, comme une autre infraction de droit pénal, mais pourtant la matérialité des faits, et comme pour les délits de droit de la presse, la parole et l'écrit. Cela veut dire que l'on fait sortir les délits qui sont liés à la parole et l'écrit de la spécificité du droit de la presse et de la réglementation protectrice garantie par le droit de la presse. Et donc les 3 mois de prescription. Eh bien, par exemple, le délai de prescription est bien plus long. Pour le cyberharcèlement, c'est 6 ans, c'est pas 3 mois. Il y a moins de flexibilité procédurale, on peut vous refuser un renvoi. Enfin, le mandat de dépôt est possible.
Plus généralement, dans le droit pénal général et pour le cyberharcèlement, l'avocat de la défense et le prévenu ont moins de marge de manœuvre, ils peuvent moins se protéger et ils ont moins de chances d'échapper à des condamnations. Et ça, on peut quand même se poser la question de savoir si ça n'est pas un problème de créer des infractions que l'on met hors du champ d'application du droit de la presse alors que la matérialité des faits caractérisés par ces infractions sont la parole et l'écrit. Alors certains vont me dire, oui mais comment on arrête le cyberharcèlement? L'avocate, elle le dit dans son interview, il fallait que ça s'arrête, il fallait que ça s'arrête. Tous les jours, toute la journée, des insultes encore et encore. Certains vont me dire, eh bien c'est les juges, les magistrats. Ils vont faire le tri entre ce qui relève vraiment du cyberharcèlement et ce qui relève de la liberté d'expression. Et là, eh bien moi je vous invite à regarder ce qui se passe depuis plusieurs années, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, sur ce que font les magistrats en matière de liberté d'expression. Les décisions qu'ils prennent en termes d'enquête contre un rappeur, de mise en garde à vue d'un essayiste, d'incarcération d'autres essayistes. Je vous invite quand même à vous poser la question de savoir si pour vous c'est une garantie suffisante qu'un magistrat puisse juger sur la distinction qu'il peut y avoir entre une infraction de cyberharcèlement. Elle balance, là je sais pas si vous vous rendez compte, elle balance le système, ma gueule. Elle a des grosses cojones celle-là, hein. Elle va aller loin, elle a des grosses cojones. Et ce qui relève du droit de la presse. Voilà, ça c'est les questions que je me suis posées et que d'autres confrères ont s'est posées depuis une semaine sur l'affaire Marvel. Je n'ai pas abordé toutes les questions procédurales de cette affaire, encore une fois parce que je n'ai pas accès au dossier, et encore une fois parce que ça aurait été fait une vidéo beaucoup trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, au revoir. Au revoir. J'ai envie de lui faire une outro. Très bonne vidéo les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais excellente vidéo qui remet, comme j'ai dit, ça remet beaucoup en perspective toute cette affaire et tout ce fait que Marvel n'est pas aussi isolé qu'on aurait pu le penser. Après, ces gens-là, ils ne défendent pas Marvel, il faut bien faire une distinction, hein. Ils ne sont pas là pour défendre Marvel, ils ont simplement un point de vue objectif sur la justice, sur ce qui s'est passé, mais si je peux dire... Pardon. Objectif, mais de l'intérieur, car ils y travaillent. Et malgré ce point de vue objectif, ils révèlent ce qui ne qualifie pas de la sorte, j'allais dire anomalie, mais plutôt les bizarreries de ce procès, tout ce qu'ils trouvent bizarre, tout ce qu'ils trouvent étonnant, disons, de la part du procureur, de la part du juge, de la part même, elle le met en dessous, du huissier, ou des huissiers, et voilà, la manière dont se sont déroulés les événements. Elle trouve ça bizarre, elle trouve ça étonnant, elle trouve que les règles n'ont pas forcément été respectées, et si elle était à la place du procureur, par exemple, elle dit qu'elle aurait fait les choses différemment, enfin elle le dit, elle le sous-entend, en demandant une instruction plus poussée. Et donc voilà, je trouve ça très intéressant la manière dont elle présente les choses, et surtout, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit « moi et plusieurs confrères », et qui sont avocats, qui elle-même le dit « je suis issu de la bourgeoisie, mon père est un avocat ». Je sais pas si elle essaie de le faire comprendre d'une manière un peu, je sais pas dire semi-camouflée, mais vous voyez, elle dit qu'elle est issue de la bourgeoisie, mais en gros, c'est un peu en mode tous les bourgeois ne sont pas méchants, parce que voilà, je suis issu de la bourgeoisie, mais je trouve que je ne suis pas dans ce petit... clique de l'oraliste, je ne suis pas dans ce petit milieu-là, et je balance les choses qui se sont mal passées. Et elle ose dire, même si elle le dit pas clairement, elle ose sous-entendre, en tout cas, dire que peut-être ce qui a joué, c'est que tous ces gens font partie du même cercle fermé, et c'est peut-être pour ça que certaines choses sont passées plus facilement avec ce petit cercle fermé de la bourgeoisie. Et peut-être que voilà, des avocates comme elle ou comme d'autres, on avait déjà marre, avant ce procès-là, certainement, de ce petit cercle fermé qui a... Je digresse un peu, hein, je me permets aussi quelques hypothèses, quelques suggestions, mais peut-être qu'ils en avaient marre de ce cercle fermé qui avait le droit à leurs petits avantages, à leur petit favoritisme durant les procès ou durant d'autres procédures, durant d'autres affaires, hein, pas seulement celle-là. Et du coup, elle se permet de balancer. Après, elle reste tellement calme, tellement posée, tellement, entre guillemets, objective, en tout cas dans sa manière de parler, que c'est vraiment du sous-texte et que je ne peux que présupposer ce que je raconte. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose derrière, on sent que ça ne lui a pas plu, on sent que voilà, c'est plus que de simples questions comme elle l'amène, je trouve. C'est plutôt une petite pique, une petite critique envers le système et envers la manière dont s'est déroulé le procès. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose derrière. Et c'est très intéressant d'avoir cet avis d'une avocate, et comme elle le dit qu'elle n'est pas la seule à penser comme ça, je répète une dernière fois, ça fait vraiment relativiser ce qu'on pensait
par rapport à la position de Marvel qui était vraiment présentée comme le grand méchant, de voir que beaucoup d'avocats, en tout cas on peut se l'imaginer selon ça, des avocats le disent eux, ce n'est pas que nous, ou ce n'est pas que les fans de Marvel qui disent le procès c'était une arnaque, il y en a qui leur disent à leur façon, les bourgeois, les blancs contre les noirs, les machins, etc. Non, effectivement, les avocats le disent également eux-mêmes, ce procès et la procédure en amont du procès se sont déroulés de manière très étrange et totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est pas quelque chose d'habituel, ce n'est pas une issue, un verdict qui est habituel, qu'on aurait pu s'attendre. La procédure a été très bizarre également, il y a plein de trucs qui sont relevés par l'avocate, et donc je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, ça ouvre encore le champ des possibles pour l'appel et pour ce que Branco va faire. Et donc, j'ai hâte vraiment de voir ce qui va se passer. Je vais lire un peu vos commentaires. Malheureusement, sa vidéo va faire 10K vues et 40 minutes de juridique, ça ne fait pas le contrepoids pour ceux qui ont déjà mangé 1h50 d'Aline. Alors, pour moi, là, on n'est pas... Déjà, oui, l'opinion publique, ceux qui veulent vraiment se renseigner se renseigneront et materont ce qu'il y a à mater. Moi, j'espère, à mon petit niveau, je vais aider à faire en sorte que sa vidéo fasse plus de vues. Hein. Je la mettrai dans les commentaires de cette vidéo. Signalez-le-moi sur YouTube si j'oublie. Mais voilà. Je vais en parler, donner mon avis et j'espère que ça fera plus de vues. Et surtout... l'important c'est pas le nombre de vues qu'elle fait, l'important c'est l'impact qu'a cette vidéo, pas pour nous, parce que nous au final on s'en fout qu'on le sache ou qu'on le sache pas, nous c'est l'opinion publique, certes ça peut avoir son rôle à jouer, mais c'est pas nous qui allons décider du procès. L'importance, moi je trouve, c'est qu'on se rende compte qu'il y a vraiment beaucoup qui va être ouvert par la suite au procès, que on peut avoir espoir, on va dire ça, on peut avoir de l'espoir, même plus que de l'espoir. C'est vraiment intéressant ce qui se passe là, et il y a voilà, il y a une vraie chance pour Marvel, et il y a beaucoup de trucs à relever. Donc son ancien avocat avait raison, il y a beaucoup de choses à relever, et son nouvel avocat va être en train de se lécher les doigts, on va dire. Il y a beaucoup de choses à dire, et il va se faire plaisir. Et pas même des francs-maçons, oui. En résumé, monsieur le bâtonnier, le procureur et les huissiers risquent d'être mal. Non, je pense pas qu'ils risquent d'être mal, mais peut-être qu'on va typiquement dire au procureur pourquoi t'as pas demandé une instruction et tout, mais ça va pas assez pour renverser toute la situation, hein. Mais de toute façon on s'en fout qu'il soit mal ou pas mal, pas voilà. Par contre on va dire ça va aider Marvel dans l'affaire. Cette vidéo n'est vue seulement que par les pros Marvel. Peu importe la vidéo, les gars, comme je vous dis, peu importe. La vidéo elle est là pour nous rassurer, entre guillemets, pour répondre à nos questions, pas pour aider Marvel. Cette vidéo, c'est pas le juge qui va la regarder. J'ai sûrement entendu des bruits de couloir, peut-être. Elle dit à demi-mot que c'est un copinage des réseaux. Certainement. Après, on va pas commencer à présupposer, on va pas commencer à lui prêter des propos qu'elle n'a pas tenus, mais c'est vrai que c'est intéressant. Faut montrer cette vidéo aux chroniqueurs au TPMP. Bon, là, on oublie, hein, on reste à parler, chroniqueurs au TPMP. À mon avis, on se prend un truc dans la gueule pour ce qu'ils ont dit sur la dick pic, surtout, c'est ça. John, il va sortir avoir son cabinet d'avocat privé pour les dramas, aller voir direct mes avocats. Et mon gars, workout, moi aussi j'espère que Branco va leur casser quelques articles, parce que j'ai la plainte pour la dick pic, faute image, numérique, faut passer, ça rentre dans le cyberharcèlement. Je pense, oui, ça peut passer. Après, je sais pas si Branco va reprendre cette affaire du dick pic. On va voir si Branco va vouloir reprendre l'affaire du dick pic ou si par d'autres choses. Ça va être très intéressant, ça aussi, de voir. Si Branco va, avec Marvel, porter plainte pour cette histoire de dick pic ou pas. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais on va voir si cette affaire va être reprise ou pas. Je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me constater ça, là, pendant la nuit? Parce que... Et là, je me dis, c'est pas possible. Et j'appelle un ami huissier et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me constater ça, là, pendant la nuit? Parce que... Après, il va vraiment imprimer tout ce qu'il a fait, il va mettre son tampon d'huissier, comme ça, c'est une preuve qui est solide. Et dont on sait qu'elle n'est pas fausse ou faussée, comme la dick pic, hein. On sait que, voilà, c'est vrai. Mais ce constat d'huissier, ça a quand même un coût. Moi, j'avais déjà fait faire des constats d'huissier. Bon, on a déjà vu ça, mais ouais, effectivement. Bon, les gars, il porte plainte contre Aline Dessine pour divulgation du dossier en cours d'instruction, vu qu'il y a appel. Pas, pour info, pas qu'on l'a. Alors, à mon avis, il l'a pas dit sur
toutes les choses sur lesquelles il portait plainte, je pense pas. On va voir. Première étape, donc c'est le 3 novembre, donc ça sera pour la remise en liberté d'Abanou, sauf erreur, mais ça ne sera pas le jugement d'appel. Sauf que si quelqu'un a une information, je pense pas qu'il y a une date pour le jugement d'appel qui a déjà été fixée. Ce qui ferait bien discuter avec cet avocat. Je sais pas ce que vous en pensez là, c'est très très intéressant cette vidéo. Elle est pas forcément pro Marvel, mais elle dénonce juste les trucs bizarres qu'il y a eu dans cette affaire. Hein. Franchement, je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à dire. Franchement, si vous avez des questions intéressantes, pertinentes, pas genre ouais, est-ce que Marvel il peut leur niquer leur race et leur demander de l'argent, voilà. Si vous avez vraiment des bonnes questions, des choses intéressantes à lui poser, des choses qui vous titillent sur l'affaire, envoyez-moi en DM, et s'il y a beaucoup de questions, pourquoi pas la contacter pour essayer de lui poser des questions, ça pourrait être grave intéressant, mec. C'est clair qu'elle s'y connaît beaucoup plus que moi, et en plus elle est dans le milieu, tu vois, elle est française, elle bosse en France, elle est avocate, et elle a bien suivi le dossier pour relever toutes les petites incohérences, toutes les petites choses bizarres, toutes les petites... Voilà. Puis là, tournons des choses pour nous espérer un retour de Marvel, grave, sur les réseaux, par rapport à ces réseaux. Après, elle peut pas se substituer au juge, mais c'est clair que vu qu'elle est pas dans l'affaire, elle peut nous donner son avis. Mais elle a pas eu toutes les pièces, donc c'est compliqué. L'histoire du mandat de dépôt, elle en a parlé déjà beaucoup. Elle trouve Marvel très intelligent en tout cas. Elle a dit qu'elle suivait déjà Marvel. Elle avait vu plusieurs de ses vidéos. Serait-elle totalement imperméable au charme de Marvel ou Non, mais très très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment hyper intéressant. Super vidéo. Je pense d'ailleurs que je vais uploader ce live en 2 fois. Une fois avec la partie sur Juan Branco et une fois sur elle. Ça fera des vidéos plus courtes. Avec déjà pas les pièces, c'était une comédie. Nati ou pas, Héloïse? Nati ou pas? Bonne question. Est-ce que si Marvel se charge, elle le kiffera toujours? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? D'après Goût d'Argent, il n'y a pas d'expertise et la greffe lui a raconté de la merde. Expertise de quoi? Fenril. Expertise de quoi? Ouais, ça c'est un peu mensonge, effectivement. Mandat, c'était pas mandat, c'est qu'ils avaient demandé une enquête de personnalité qui doit être faite pour qu'il puisse y avoir un mandat de dépôt, sauf erreur, pour qu'il puisse aller en prison, et on lui a dit qu'elle n'avait pas été faite, et le jour du procès, on a annoncé à l'avocat que l'enquête avait été demandée et avait été faite. Bon les gars, sur ce, on va s'arrêter là ce soir, parce qu'à chaque fois on traîne tard. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous me les communiquez. Par contre, j'ai beaucoup de taf cette semaine. Du coup, je vais pas traîner pour les questions fitness. Je vous rappelle juste que je vais faire une FAQ fitness et autres. Tout ce qui concerne ma chaîne et tout. Vous m'envoyez sur Insta question FAQ en majuscule, suivi de votre question. J'en ai déjà reçu, mais pas beaucoup. Et je ferai un live FAQ de manière générale, pas sur l'affaire Marvel, mais sur tout ce que vous voulez d'autre. Peut-être aussi l'affaire Marvel. Et donc, je répondrai à toutes vos questions en live. Et ceux qui seront là en live pourront rebondir sur les questions et me poser d'autres questions. Et ensuite, je uploaderai tout ça sur YouTube. Mais si vous êtes là en live, vous pourrez me poser plus de questions. Mais envoyez-moi quand même toutes vos questions à l'avance. Donc, toutes les questions, tous les jours, vous me posez des questions. Tout le temps pendant le live. Des questions qui n'ont rien à voir avec Marvel, alors qu'on parle de Marvel. Et je vous dis, je vous répondrai après. Après le live, vous me posez encore plein de questions. Et quand je vous dis de m'envoyer des questions pour un live FAQ, vous me les envoyez pas, les gars. Donc, au lieu de vous les envoyer, quand vous avez une question qui vous passe par la tête pendant mes lives, vous la notez sur un bout de papier, sur votre téléphone, sur votre ordi, j'en sais rien. Et ensuite, vous m'envoyez en DM. Et comme ça, je répondrai à toutes vos questions d'un coup. Parce que tous les jours, je reçois plein de DM sur les questions. Rien à voir. Sur le live, je reçois des questions. Sur YouTube, je reçois des questions. Et le jour où je vous demande de m'envoyer des questions, vous envoyez pas. Oula, allez. Bref. Est-ce que je peux te poser une question? Pose-moi une question, vous allez fruiter là, vous allez fuir. Parle un peu muscu, Chacal, on parle que Marvel pendant les lives. Mais bien sûr, je vais faire muscu, les gars, bien sûr. Bien sûr, les gars, mais pas je le fais toujours à la fin du live. Pas en chocolat ou chocolatine, pas en chocolat, ma gueule. Pas en chocolat, 100% sûr.
Mais envoyez-moi ces questions en DM, ça va, même les questions muscu, tout ce qui est questions muscu, Dingo the Monster, vous m'envoyez en DM sur Twitter, comme ça je les poserai pendant mon live. Je reçois des questions muscu tous les jours sur Twitter, maintenant je vais arrêter de répondre aux gens. Tous les jours je réponds aux gens. Vous avez fruité, ouais je crois que c'est écrit, vous avez fruité. Je réponds aux gens sur en Insta sur DM, en DM sur Insta, et après quand je vous dis de vous poser des questions pour le live, voilà. Donc je vais arrêter de répondre à mes DM sur Insta, j'en ai des douzaines par jour, et je les garderai pour le live. Tant pis. Le lait après, avant ou après l'estérane. Le lait après, bien sûr. Bon, les gars, donc, on rappelle, pour tous ceux qui sont là, s'il vous plaît, abonnez-vous sur YouTube. On est presque à 2000 abonnés. Ça me ferait plaisir de les passer avant la semaine prochaine. J'ai un objectif, je vais les passer avant le week-end prochain, je le dis. J'espère que ça me portera pas malheur, vraiment. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. On monte vite. Abonnez-vous sur Insta, vous connaissez ici ou ici. J'oublie tout le temps. Ou là-bas. Non, là-bas, par là-bas. Par là-bas, Insta. Abonnez-vous sur Insta. Sur Discord pour être au courant de mes live Twitch. J'en vois beaucoup sur YouTube qui me disent on n'est pas au courant de tes live Twitch, c'est quand que tu fais tes live Twitch. Ça change, d'habitude c'est vers 23h le dimanche soir et une ou deux fois dans la semaine. Si vous voulez être au courant, rejoignez mon Discord, suivez-moi sur Insta, j'annonce toujours en story Insta. Et si vous me suivez sur Discord, vous recevrez une notification au début de chaque live que j'enverrai personnellement. Donc n'hésitez pas. Et voilà, c'est un peu tout. Comme d'hab, si vous voulez me lâcher un petit don pour la chaîne, c'est ici. Vous n'hésitez pas à cliquer. YouTube, vous me followez, c'est là. Instagram, c'est là. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous voulez être aussi au courant de mes lives et les regarder, vous me suivez sur Twitch. Merci à tous pour ce magnifique live. La MIF, vous connaissez. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Et j'attends vos questions nombreuses sur Insta. Sur ce, merci à tous la famille pour ce petit live d'amour. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, la famille. Et je vous dis à tout bientôt. C'était Timon Karim et on se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.